alors voilà, on est arrivé un petit peu au terme de ce que je voulais vous présenter. On vous a juste fait un petit tableau à la fin pour vous rappeler rapidement les dispositifs pour pouvoir alors me ou nous rencontrer, hein, puisque les rendez-vous c'est aussi avec les adjoints. Les permanences que j'essaye de faire tous les mois, mais avec les emplois du temps c'est parfois un peu compliqué. Et puis le dispositif du maire chez vous, où on peut très bien organiser ce qu'on appelle des petites réunions d'appart à votre domicile, où je viens tout seul ou accompagné d'un élu sur le sujet qui vous préoccupe. Voilà. On va pouvoir passer aux questions dialogue avec la salle et aux éventuelles questions que vous auriez sur différents sujets. Si on peut essayer d'y répondre, on va le faire allègrement. Donc c'est Thierry qui va prendre le micro. On a déjà une question là-bas. Colette. Allons-y. C'est pas une question, c'est on entend beaucoup parler de vente de subventions. On a aussi l'Europe qui subventionne. Est-ce que ça nous bloque? Est-ce qu'on n'a pas la possibilité de le faire? Alors là, ouais. Et c'est une. L'église, que fait l'archevêque? Est-ce qu'il y a des subventions qui pourraient être remises ou demandées auprès du pape? Enfin, je veux dire, on peut monter aussi, puisque c'est une église qui est un monument historique. C'est assez remarquable. Alors, c'est une bonne question. En fait, la difficulté des subventions, à notre niveau, petite collectivité, hein, parce qu'on n'est pas une grosse entité, c'est la difficulté de savoir à quelle porte frapper. C'est excessivement compliqué. Pour le centre de loisirs, pour le terrain de foot synthétique, pour tous ces trucs-là, on est obligé de s'attacher à un cabinet. On travaille avec un cabinet qui s'appelle Terre et Toi, qui fait sur le secteur beaucoup de demandes de subventions, de suivi, de préparation de marché, etc., qui suit avec les architectes, les APD, tous ces dispositifs-là. Le problème des subventions européennes en France, c'est qu'on est excessivement mauvais dessus. On n'arrive pas à avoir d'informations. On nous dit derrière que les financements destinés par la France sont jamais demandés, sont jamais interrogés. Les rares fois où on a fait des demandes sur certains sujets, c'est la croix et la bannière. Et alors, la grosse difficulté qu'il y a, c'est que c'est des dispositifs qui sont encore plus longs que chez nous. Donc, il y a des fois, on est obligé de demander, il y a des dossiers de subventions européennes, pour les quelques que je connais qui ont réussi à en avoir, qui ont abouti au bout de 4 à 5 ans. Et des fois, dans le timing de l'équipement, quand tu as lancé toi tes financements ici, en fait, il faut savoir que pour éviter que ce soit le gros bazar, de plus en plus, on est contraint sur le timing. Vous voyez, par exemple, sur le terrain de foot synthétique, les 44 000 de la Fédération française, il n'y a que 44 000 euros. Hein. Il a fallu que j'aille pleurer parce qu'en fait, on y avait droit pendant 3 ans. Et comme le sujet a traîné et a duré, normalement, on l'avait perdu il y a 6 mois, la subvention. Donc, on avait fait une demande de prolongation qui nous a été accordée parce que c'était une petite somme. Mais maintenant, il y a des dispositifs où c'est ingérable pour les collectivités qui versent les subventions. Je prends un exemple de la région qui doit gérer des millions et des millions de subventions sur toutes les communes de la région. Si personne lui demande une année de l'argent et que l'année suivante, tout le monde demande à verser les subventions en même temps, on n'y arrive pas. C'est comme ça que l'État s'est fait avoir et que sur les subventions du centre culturel ici, les dernières subventions qu'on a touchées d'État, on les a touchées 5 ans après la fin de la construction du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a fait faire de la trésorerie à l'État pendant 5 ans sur de l'argent qu'il nous avait promis. On a envoyé les factures, on avait payé les travaux, et il a mis 5 ans à nous rembourser. C'est un truc de fou, quoi. Alors, on va mettre sur l'église, on est suivi par Terre et Toi. Je vais leur poser la question, leur dire que lors d'une réunion publique, j'ai été interrogé par des habitants sur l'éventualité d'avoir des subventions européennes ou des subventions... on peut les saisir et les interroger. C'est ce qu'on va faire. Merci pour l'idée. Oui. Juste pour répondre à madame, au niveau de l'évêché, il y a effectivement un service culturel. Il faut savoir que depuis 1905, l'Église et l'État sont séparés. Tous les biens de l'Église ont été confisqués par l'État et c'est à l'État d'assumer l'entretien des édifices religieux. Ça, c'est une première chose. Néanmoins, il y a un service culturel qui existe et Chimène et moi, on s'occupera de se mettre en rapport avec les services épiscopaux, puisque ici, nous sommes dépendants de l'évêque. Nous n'avons pas d'archevêque à Meaux, c'est un évêque. Donc, on se mettra en rapport avec l'évêque. Enfin, moi, j'attends les instructions de la mairie pour faire le nécessaire, puisqu'on
on s'est réparti les tâches et j'attends le retour de Virginie à ce sujet. Et on a d'ailleurs une autre piste qu'on est en train de creuser qui sont les fondations comme Vuitton, Eiffage, machin, etc. Enfin voilà, je cite cela, mais il y en a des dizaines. Et puis aussi les financements, on a aussi sur les pistes des financements participatifs où les gens peuvent mettre, parce qu'une petite pierre, plus une petite pierre, plus une petite pierre, au bout du compte, ça peut nous permettre de faire et de réaliser. Et voilà. Donc, Et ensuite, par rapport à l'église, j'ai pas besoin de micro, j'ai une voix qui porte. Donc, par rapport, ce sera plus simple pour moi de parler dans un micro. Par rapport à l'église, il y a le père Piotr qui a dû nous quitter, qui avait 3 questions. La première, c'était de savoir par rapport à quoi était classée l'église, parce qu'en général, c'est par rapport à une chose particulière, c'est pas le bâtiment dans sa globalité. Deuxième question qu'il avait, c'est pourquoi, parce qu'ils ont restauré l'église de Saint-Souplé il y a quelques années, qui était aussi en train de s'effondrer. Ils ont fait un mix architectural, donc de voir ce qu'il faut conserver dans l'église et de voir s'il n'y a pas des structures à remplacer. Et la troisième question qui nous concerne, en tout cas nous qui sommes pratiquants, quand est-ce que l'église va pouvoir être ouverte au culte, puisqu'on avait quand même 2 célébrations mensuelles dans l'église qui rassemblaient. On a une communauté antillaise et noire africaine qui est très pratiquante à Saint-Patu et qui attend avec impatience la réouverture de notre église. Alors, je vais répondre à la dernière question en premier. La réouverture, elle est complètement conditionnée à l'aval de l'architecte. D'accord. Il y a... Est-ce qu'il y a une date prévisionnelle ou non? Alors, non. Simplement, on a reçu aujourd'hui, la semaine dernière, on a 3 programmes de travaux là, pour 45 ou 50 000 euros qu'on avait engagés tout de suite d'urgence, qui nous ont été subventionnés alors par le département, la région et la DRAC. On est à 60 ou 70%. Il reste une toute petite part pour la commune. On a signé les bons de commande là, cette semaine sur des entreprises qui ont été choisies par l'Archi, de façon à ce que ce soit... il y a les Charpentiers de France, il y a une entreprise de couverture, et puis je ne sais plus qui d'autre encore. Donc ça, c'est des travaux d'urgence qui vont être faits. Dans le premier phasage, ce qui est prévu, c'est la mise en sécurité. La mise en sécurité, c'est de consolider l'édifice pour annihiler, dans un premier temps, toute possibilité qu'il s'écroule. À partir de ce moment-là, l'Archi a été assez clair en nous disant que ce serait à ce moment-là le moment d'avoir la possibilité de rouvrir l'église au public. Donc, je te donner une date, non. On est très certainement au moins sur un an et demi, peut-être 2 de fermeture. Voilà, faut être. Si c'est avant, tant mieux. Mais c'est tellement à cheval et un peu mi-figue mi-raisin que pour l'instant, je ne veux pas m'engager là-dessus. La deuxième question, c'était sur le classement. Alors, il est inscrit. Elle est inscrite, elle n'est pas classée. Oui, parce que tu as plusieurs. Voilà. Et c'est l'ensemble du bâtiment. Il n'y a pas un. Dans le compte rendu qui fait 150 pages, je te rapporterai la réponse, mais ça marche. c'est le bâtiment. Oui, c'est juste le bâtiment. Et puis c'était de faire un mix. La problématique, ça c'est à se renseigner parce que je ne sais pas comment a été financée la rénovation parce que la DRAC est très claire, elle paye très peu, elle paye un peu, elle paye très peu, mais par contre, elle est décisionnaire de tout. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des entreprises qu'elle a validées, c'est elle qui dit il faut faire ça d'abord et il faut faire ça dans telle règle de l'art et compagnie. Donc pourquoi pas? Moi je ne suis absolument pas fermé à ce qu'il y ait des solutions alternatives éventuellement qui soient adoptées, un peu comme celle de Saint-Souplé, avec la verrière derrière, parce que le reste avait été écroulé et que probablement ça coûtait moins cher de rénover comme ça. C'est pour ça que... Pourquoi pas, mais par contre on n'a pas la main dessus, il faudra que ce soit de toute façon validé par une dernière question qui n'a rien à voir avec l'église mais qui a un rapport avec le patrimoine. Qu'est-ce qui va être fait de ce qui est appelé par défaut le château de Saint-Patu, qui est plutôt une maison bourgeoise qui a pas... Alors je vais réexpliquer puisque ça on n'en a pas parlé. En fait, c'est bien parce que ça me donne l'occasion de revenir sur quelque chose que j'ai zappé complètement tout à l'heure et dont je voulais vous parler. Sur le fameux développement et des constructions. Il faut quand même savoir que dans certains cas, pour pouvoir bloquer ou pour pouvoir décaler dans le temps une opération d'un promoteur, la commune a déjà été obligée de débourser de l'argent. Je m'explique. Le prieuré, quand la sœur de Madame de Toulgouette l'a vendu, c'était un promoteur qui le rachetait pour faire 35 pavillons. Sur le programme et sur le projet qu'il avait, on n'avait aucun moyen
de le stopper. Le seul moyen qu'on avait, c'était de préempter les terrains au moment où ils ont été mis en vente. Ce que l'on a fait, c'est pour ça qu'on a racheté le prieuré. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des manifestations qui se passent dedans et que le bâtiment sert de stockage pour un certain nombre d'associations, pour du matériel, etc. C'est 650 000 euros qui ont été, alors c'est du patrimoine, hein, c'est du capital, il n'y a pas de souci, mais ça a été le seul moyen de bloquer le promoteur. On a eu la même chose sur le fameux petit bois rue du Capitaine Leridan, où en 2000, la date, 2015 ou 2016, il y avait Francelot qui avait un programme de 56 ou 57 pavillons. 17. Combien? 17. Non, il y en avait plus que ça. Non, il y en avait plus que ça. 17, donc vous avez refusé. Alors, 17 si vous voulez, voilà, vous êtes content si j'ai dit 17. Il y avait un certain nombre de pavillons qui étaient prévus dessus, et comme le permis n'était pas légal puisqu'il y avait des erreurs dedans, on n'a pas attribué le permis, le promoteur est allé en justice, et il a perdu, il a fait appel et il a perdu. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas accordé le permis a été suivi par le tribunal parce qu'on avait les raisons de... S'il n'avait pas fait l'erreur, je vais être très clair, hein, l'erreur qu'il avait fait, c'est que c'est une erreur de débutant que normalement un promoteur ne fait pas, c'est que quand il y a une extension de réseau, il écrit dans le permis qu'il prend l'extension de réseau à sa charge. Il ne l'avait pas écrit, et comme il y en avait pour 8 ou 10 000 euros, je crois, de supplément, on a eu les moyens de dire qu'on ne les avait pas prévus au budget et qu'on ne pouvait pas assumer la charge. Et c'est comme ça que, mais c'est parfaitement légal, on avait le droit de le faire, on l'a fait. Mais il y a d'autres moments où, quand il n'y a pas d'erreur dans le permis, on est obligé de délivrer. Donc tout ça pour dire que cette fameuse maison bourgeoise, il y avait aussi un programme là très important qui était prévu. Alors, c'était pas un programme, c'était plus pernicieux que ça, parce qu'en fait, ça appartient à M. de Toulouette, qui l'a vendu ce qu'on appelle en réméré. Alors, j'ai expliqué ce que c'est qu'un réméré, parce qu'il y en a très très peu. C'est un dispositif qui date de l'époque Napoléon Bonaparte, qui disait que, en fait, quand vous avez plus de financement qui vous suivent, banque ou autre chose, vous pouvez vendre un bien en dessous de sa valeur pour récupérer du cash, et vous avez un certain nombre de temps pour le racheter. Mais si vous le rachetez avec un pourcentage supplémentaire. Donc en fait, c'est un dispositif c'est un prêt d'argent à court terme, mais avec un taux excessivement important. Donc il avait mis à la fois la maison et à la fois le terrain derrière en vente comme ça. Ce sont des espèces de promoteurs qu'on ne connaissait pas, c'était juste des adresses postales, parce qu'on a farfouillé un peu. Donc c'était des trucs de paille, en fait, qui étaient en train d'acheter. Et on a eu peur derrière qu'il soit fait tout et n'importe quoi et qu'on ne puisse pas le maîtriser. Donc ce que la commune a fait, elle a fait comme pour le prieuré, elle a préempté sur le réméré. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'une préemption de réméré, il y en a eu deux dans l'histoire. Il y a la ville de Dijon qui l'a fait et la ville de Saint-Patus. C'est assez rigolo. C'est quelque chose qui est excessivement compliqué, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui propriétaire du bâtiment, mais M. de Toulouette a jusqu'à la fin de l'année pour le racheter. Donc, s'il ne le rachète pas, on reste et on redevient propriétaire définitivement du bâtiment. S'il nous le rachète, on récupère au-delà de la mise de départ, puisqu'en fait, pour être très transparent, on a dû l'acheter 430 ou 440. Pour le récupérer, il doit nous en débourser 550, mais comme il a continué à l'habiter, il nous a payé un loyer de 56 ou 58 chaque année depuis 4 ans. Donc au bout du compte, si on devient propriétaire du bâtiment et des 7000 m² derrière, il nous sera revenu à moins de 200 000 euros. Sur quelque chose qui avait été expertisé il y a 10 ans à 1,5 million. Alors après, le bâtiment est très dégradé, en très mauvais état, mais dans le cadre du réméré, de toute façon, il y a eu un état des lieux précis qui a été fait à l'entrée, qui est fait à la sortie. Enfin voilà, c'est extrêmement cadré, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà. Donc le devenir, pour l'instant, on a préempté pour éviter qu'il soit rasé et pour éviter qu'il y ait un programme immobilier à cet endroit-là, parce qu'on ne le souhaitait pas. Et parce que dans notre timing, ce n'était pas prévu, donc on a essayé de protéger ce lieu-là comme ça. Derrière, ce que l'on en fera, le jour où on sera propriétaire à 100%, on regardera, on se posera la question, ça peut éventuellement l'objet... Alors,
quelques années. Ça peut faire l'objet d'une mairie un peu mieux que ce qu'on a, ou d'un bâtiment public autre. Je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, on a vraiment préempté pour préserver le truc et pour éviter une opération en surplus de ce qui était prévu, parce que ça aurait chamboulé tous les plans. Mais voilà, l'objectif est de le préserver en l'état. L'objectif, c'est de le préserver, bien sûr. Après, il y a un truc qui était pas mal, et alors il n'a pas eu les sous pour le faire, mais c'était dommage. C'est pour ça que l'orangerie, c'est le bâtiment qui est tout en longueur, là, qui est le plus dégradé, celui où toutes les fenêtres sont cassées. Il avait un programme, il avait déposé un permis qui lui avait été accordé de réhabilitation à l'intérieur pour faire des petits appartements. Et on avait, je ne sais pas dire de bêtises, une dizaine, une quinzaine peut-être, voilà, sur l'ensemble du bâtiment, en préservant les façades et l'aspect extérieur, simplement en réaménageant à l'intérieur. Et il n'est pas allé au bout de l'opération. Donc, voilà. La phase 3 qui est en face, que vous nous avez présenté tout à l'heure, qui est en face. Bon, vous voulez qu'on revienne sur le château, oui. C'est prévu pour quand? Parce que là, vous avez dit temps. Alors, tu peux revenir. Le bâtiment rouge sur la droite, là. Là, alors, le hameau au fond, le permis a été validé. Le rouge ici et le vert là, les permis sont encore à l'étude. Donc après, c'est des choses qui vont sortir à partir du moment où les permis sont validés. Alors ça dépend aussi s'il y a des recours ou s'il n'y a pas de recours. S'il y a des recours, ça peut perdre 18 mois supplémentaires, mais ça arrive de toute façon à un moment ou à un autre. Après, il y a le temps de construction, le temps etc. Généralement, sur ces opérations-là, il y a 24 mois de construction. Donc le temps que les permis soient délivrés, qu'ils soient purgés, c'est des travaux qui vont démarrer pas cet hiver, mais au printemps prochain. Donc vous donnez 2 années de construction. On est sur des choses qui vont être habitées à l'horizon 2026 par avant. D'accord, mais donc le bâtiment devant, enfin à la place du parking, pour l'instant, il n'y a pas encore de permis. Non, il est toujours en cours d'instruction. Ah si, il a été demandé. Ah, il a été demandé, oui, il est posé, il est en cours d'instruction. Après, légalement, c'est aussi pour ça que parfois c'est difficile, je l'ai dit en conseil, à répondre, c'est que quand quelque chose est en cours d'instruction, on n'a pas le droit de communiquer dessus. C'est-à-dire que je peux pas, moi, vous donner des plans ou je peux faire consulter des plans à quelqu'un, etc. Le permis est consultable à partir du moment où il a été délivré pendant les 2 mois qui permettent à tout un chacun de se renseigner, mais sur la plupart du temps, sur l'ensemble des documents, puisque quels que soient les documents communaux, hormis quelques exceptions, mais quasiment tous ces documents-là sont consultables par tous les citoyens. Personne ne le fait jamais, mais tout le monde pourrait le faire. Hein. C'est parfaitement, légal. Et il suffit de les demander, de prendre rendez-vous, enfin, suivant les modalités classiques de consultation. Mais il faut le faire au moment où c'est... D'accord. Mais donc, quand il est accepté, le permis, et qu'il est affiché, on peut avoir une communication. Bien sûr. Oui, ça c'est parfaitement légal. Donc après, je vous dis, c'est les modalités de mise à disposition, suivant les heures d'ouverture des mairies, suivant si c'est sur rendez-vous, pas sur rendez-vous, voilà. Mais c'est parfaitement, Merci. Alors, c'est pas vrai, madame, vous avez demandé, vous êtes pointé hier en mairie et la mairie était fermée, vous avez forcé l'entrée pour aller à l'urbanisme et vous a été répondu que vous preniez rendez-vous et que vous pourriez le consulter. Ça fait 3 semaines qu'on envoie des mails. C'est bien, mais vous de toute façon, je pense que vous aurez raison, quoi qu'on dise, donc c'est très bien. Vous avez pu vous exprimer, c'est extraordinaire et c'est très bien. Je vais passer à une autre question, parce que si vous continuez, je vais arrêter les questions, on va s'arrêter là. Ça va être plus simple. S'il vous plaît, moi j'ai une question. Monsieur Dantec, on vous écoute. Question très simple, je ne vous demande pas une réponse précise, parce que je suis... Alors, ça sert à rien de poser la question, si vous voulez pas de réponse. Non, juste un ordre d'idée. Non, parce que je sais que vous avez des limites en mathématiques à écouter vos communications divers et variés, donc sur le hameau... Allez, mais c'est très bien, vous êtes allé un petit peu loin, je ne répondrai pas. Merci. Bon, je suis désolé, on va en rester là, et je ne répondrai pas à votre question. Si vous le prenez sur ce temps-là, monsieur, merci beaucoup. J'ai pas pour habitude de me faire traiter de quoi que ce soit par qui que ce soit, et certainement pas à commencer. Donc voilà, merci. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à la réunion. La réunion publique est terminée. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. On a des questions. Juste une question. À chaque fois qu'on prenait la fuite en mairie, vous partez par la porte de derrière. Là, on a une alors vous redescendez déjà, parce que si vous vous énervez... Mais si vous vous énervez, ça ne servira à rien. Vous ne m'obligerez pas à répondre à votre question. Comme d'habitude.
Voilà, et de toute façon, alors n'hésitez pas, posez-la, mais posez-la calmement et sans ni traiter, calmez. Si, vous montez dans les tours comme une... Parce que vous répondez jamais. Mais c'est faux, madame, c'est faux. Quand on a répété 10 fois, 15 fois, quand on a répété 10 fois, 15 fois les choses et que vous ne voulez pas les entendre, vous m'avez interpellé, donc vous avez la bonne éducation d'écouter la réponse, sinon ça s'arrête là. Allez, stop terminé, merci, bonne journée. Ah oui, allez, cassez-vous, monsieur. Moi, j'avais juste quand même une remarque. 53 logements avec 57 places de parking, à 2 voitures par logement, plus une vie sociale de temps en temps, les gens se garent où? Les gens se garent où? Comment vous rentrez 120 voitures dans 57 places de parking? Ne faites pas croire au monde que vous êtes ignorant. Vous savez pertinemment que sur du logement social, la loi impose et oblige une place de stationnement par logement. Mais c'est pas le sujet. C'est la loi. Mais si, c'est ce que vous me posez comme question. Non, je vous dis, les gens vont se garer. Il y a 53 logements, il y a 57 places. Donc il y en a même 4 de plus que ce que la loi autorise à faire. Pourquoi? Parce que j'ai demandé au promoteur de faire un petit peu plus de place. Et si vous aviez écouté la présentation tout à l'heure et que vous n'étiez pas borné dans votre démarche, vous comprendriez une chose, c'est lui qui a commencé, hein, donc ça va. Vous comprendriez une chose, c'est que le parking qui est devant et qui peut servir en foisonnement à des places de parking, il ne disparaît pas. Il est changé et on augmente le nombre de places qui va être de l'autre côté. Donc à proximité, il y aura des places pour se garer. Voilà, tout simplement. Vous passez à combien de places de l'autre côté? Aujourd'hui, il y a 20 et quelques places, il y en a 24 ou 26 de prévu. 24 aujourd'hui, donc il n'est pas augmenté, c'est exactement le même que celui que vous avez fermé. Encore une fois, vous avez je ne raison. pas le compte. Vous l'avez dit vous-même, je suis mauvais en maths. Quand vous annoncez sur votre communication Mac 77 que 180 000 plus 40, ça fait 250, excusez-moi, vous parliez tout à l'heure du niveau CM2 ou 6e ou 5e, mais bon, quand on voit l'état des dettes de la commune, on n'est pas surpris. Alors c'est excessivement intelligent et c'est d'ailleurs très rigolo de la part de quelqu'un. Je vais vous donner un chiffre, 230 000, je communiquerai un jour dessus. D'accord? Vous savez très bien de quoi je parle. Est-ce que je peux me permettre par rapport aux cellules commerciales à côté du... Qu'est-ce qu'elles vont devenir à part être les toilettes? Alors, des questions intéressantes. Donc, on va pouvoir y répondre sans souci. Alors, les cellules commerciales à côté du Carrefour Contact, alors déjà, le problème du Carrefour, c'est qu'ils vivotent, hein, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Je sais. J'essaye d'y aller aussi régulièrement, bien qu'on écrive que je fasse mes courses ailleurs, ce qui est faux, mais la majorité de mes courses, j'essaye de les faire là, ce qui n'est pas le cas de tous les Patusiens non plus, ça peut poser problème. Et ça, on posera dans l'avenir, et à mon avis, dans un avenir assez proche. Non, les cellules, en fait, le problème, c'est qu'elles appartenaient aux Belges de VMI, qui a vendu le magasin Colruyt à un privé. Donc c'est Carrefour qui a racheté le fonds de commerce, mais aujourd'hui, le bâtiment, il appartient à un propriétaire privé qui a investi dedans, tout simplement. Aujourd'hui, c'est un consortium d'investisseurs qui habite Aubervilliers qui a racheté pour faire derrière des entrepôts et qui a racheté les cellules qui souhaitent conserver et mettre une foncière dedans qui est censée les louer pour... voilà. Donc je sais que ça a été signé, c'est passé chez le notaire il y a 3 ou 4 semaines, pour ne pas dire de bêtises, pour un montant total du terrain derrière, plus les cellules à hauteur de 3 millions hors taxes, c'est ce qui a été vendu, ce qui est bien au-dessus du prix, hein, mais comme aujourd'hui la rareté de ces terrains et de ces possibilités deviennent importantes, la difficulté qu'on a, c'est qu'on se retrouve avec les prix qui remontent. Bon, alors comme c'est des gens qui ont des moyens et qui veulent investir, c'est pas un souci, mais ça peut le devenir dans l'avenir. Après, c'est pareil, on a un autre gros souci, c'est que moi j'ai redélivré depuis longtemps un permis sur la station-service, que Carrefour s'était engagé à faire une station-service, et que je leur ai dit, comme je l'avais dit à Colruyt de nombreuses fois, que sans station-service, ce supermarché ne pouvait pas se développer, ne pouvait pas aboutir. On n'a aujourd'hui pas de station-service sur la commune, donc les gens qui ont besoin de faire le plein, puisque tout le monde fonctionne avec une voiture, malheureusement on n'a pas le choix de faire autrement dans le secteur, ils se retrouvent à aller au Leclerc ou au Carrefour Market pour faire le plein, soit à la station Total du Leclerc, soit à la station du Carrefour Market ou à la station Leclerc Total à Saint-Souplet, et que toute cette clientèle-là
se retrouvent à pas faire les courses à cet endroit-là, et ça plombe aussi les résultats du magasin. Ça, c'est clair, net et précis. Je ne suis pas personnellement convaincu de l'utilité d'une station-service. Ouais. Moi, j'ai une carte Total, je vais forcément chez Oui, mais parce que tu as une carte totale par ton entreprise, probablement. Oui, non, Mais, mais je ne mets pas dans ma voiture, dans mes vieilles voitures, je mets du 98, donc Oui. chez Total. Ah, c'est... mais enfin, c'est une des problématiques aussi de voilà. C'est sûr que en fait il faut. Le Carrefour, effectivement, à court terme, il va pas tenir. En tout cas, moi je vois bien, j'ai fait un. Alors c'est un petit peu la difficulté de l'ensemble des commerces que l'on a. Il y a une analyse qu'il faut essayer d'avoir qui est assez fine sur l'implantation de la commune. En fait, la difficulté qu'on a par rapport à si on compare à Auplessis et à Saint-Souplé, on a deux villes plus petites que nous, donc normalement avec moins de potentiel commercial, qui en fait sont traversées par la nationale et ont énormément de clientèle de passage. Et comme ils ont de la clientèle de passage, les commerces se développent. En fait, nous, on a l'avantage d'avoir la tranquillité et d'être en retrait de la 330. Par contre, pour nos commerçants internes à la commune, on n'a aucune clientèle de passage. On se retrouve avec, en fait, les gens qui viennent dans les commerces de notre commune, ce sont des gens qui habitent la commune, ou la commune voisine, Ouasserie, s'ils traversent, voilà. Mais on a très peu de clientèle de passage. Et ça plombe ce genre de commerce et ce genre de développement. C'est un avantage d'être en retrait, mais c'est un inconvénient pour le commerce. Oui, madame. La zone de Noël-Fort Oui. va se faire dans les années à venir, là, alors. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On aimerait bien qu'elle sorte en 2024-2025. Oui, parce qu'elle conditionne aussi. Il faut être clair. Une collectivité, elle vit avec ça. Elle conditionne énormément cela. Pour répondre à une question un peu provocatrice qui a été faite tout à l'heure, quand on parle d'endettement de la commune, moi je me chatouille sous les bras. On a 4,5 millions d'endettement, peut-être 5 à peu près. Les communes de notre strate, il y en a certaines qui ne sont pas endettées du tout, parce qu'elles ont eu ces recettes-là, et il y en a d'autres qui sont à 10 ou 12 millions. L'endettement ne veut absolument rien dire. Ce qui est important, c'est la capacité de remboursement de l'endettement. Et en fait, vous pouvez avoir une mensualité à 300 000 par an, une annualité à 300 000 euros de remboursement d'emprunt, et pas être capable de la payer parce que vous n'avez pas les recettes derrière, et vous pouvez avoir une annualité à 1 million ou 1,2 million, et avoir énormément de recettes ou avoir beaucoup moins de dépenses dans votre fonctionnement, et pouvoir rembourser cette somme-là. En fait, à chaque fois, on extrait une partie de la chose sans dire la vérité en entier. La difficulté qu'il y a, c'est que l'endettement par lui-même, il ne veut rien dire. Mais comme les recettes, on a rentré tant de millions. Oui, mais on dépense quoi? Si derrière vous avez une commune, par exemple, qui n'a aucun service. On a reçu Happy cette semaine, on est la seule commune du secteur à ouvrir les centres de loisirs au week-end de l'Ascension ou la Pentecôte. Là. Voilà. Ce qui fait que les gamins vont avoir des repas froids parce que la cuisine centrale de Moussy, elle est fermée. Tout le monde nous a dit, vous ne fermez pas votre centre? Ben non, nous on a des parents qui en ont besoin, donc on laisse les services ouverts. Quand vous avez énormément de services, et une police municipale, et un centre culturel avec une programmation, et des centres de loisirs qui ne ferment pas pendant l'été, et ceci et cela, ça génère des dépenses parce que vous offrez des services à votre population. Et ces dépenses-là, ben forcément, elles ne viennent pas en retrait de l'argent que vous avez. Donc quand vous avez beaucoup de services et que vous avez beaucoup de dépenses à côté, vous avez une capacité de remboursement d'emprunt qui est moindre. Et là où c'est pernicieux et où c'est faux de dire ça, c'est que les emprunts, il faut que les banques nous les accordent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les banquiers, quand on n'affiche pas un résultat de commune, puisque c'est validé par la préfecture, hein, le compte administratif et le compte de gestion, c'est pas Bibi qui écrit ce qu'il veut. C'est des trucs qui sont validés par le trésorier général. Le trésorier, il dit, la commune, elle sort ça de résultat, elle est en capacité de s'endetter, elle sort ça de résultat, elle n'est pas en capacité de s'endetter. Et quand vous appelez la Société Générale ou la Caisse des dépôts ou les gens avec qui on travaille, si vous n'avez pas un compte administratif qui est transparent et qui montre que vous êtes en capacité de rembourser, vous ne prêtez pas d'argent. Il ne faut pas croire. Hein. Voilà, essayez d'être complet sur la question. Le projet, maintenant on en est sûr du projet d'entrepôt ou c'est comme un autre qui va subir encore la concurrence fiscale et qui va passer on en est sûr, oui et non. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul avantage qu'on a,
c'est que C'est une arlésienne, hein, l'aménagement. voilà, c'est que cette zone, alors j'en ai pas parlé, c'est pareil, j'aurais dû vous en parler dans l'histoire des différentes lois qui régissent les territoires. Il y a un dispositif qui est en train de sortir aujourd'hui qui s'appelle la loi ZAN. C'est zéro artificialisation nette, c'est-à-dire que pendant les 10 prochaines années là, on a le droit de réartificialiser, enfin les autorités vont donner les possibilités de réartificialiser 50% de ce que vous avez artificialisé sur les 10 dernières années. Et dans 10 ans, zéro. C'est-à-dire que dans 10 ans, il n'y a plus aucun développement qui se fait, aussi bien sur l'habitat que sur le développement économique, etc., parce qu'on aura atteint les seuils. Donc, logiquement, ce qui est autorisé aujourd'hui va reprendre de la valeur et va enfin sortir de terre parce qu'il n'y en aura plus. Mais ça reste aléatoire. Voilà, c'est difficile à... On espère, mais ça ne veut pas dire que ça va... Il n'y a rien de figé. Il n'y a rien de figé. On n'a pas la peau de la bête. Pardon, il y avait une... Oui. C'était un peu la même question, savoir si on sait quelles entreprises vont s'installer dans ces entrepôts. Alors, si ça va rester vide. Alors on sait, les logisticiens aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'investissent pas dans des bâtiments pour que ça reste vide et que ça leur coûte en gestion. Donc il y a des clients, après c'est toujours compliqué. Oui, je sais dans le plus gros, je sais ce qui doit arriver, mais je n'ai pas le droit d'en parler, pour la simple et bonne raison qu'en fait ce sont souvent des délocalisations ou des regroupements d'entreprises du secteur déjà existantes, et où la primeur va à l'information des syndicats et des salariés. Donc il y a en prévision d'eux, c'est des choses qui sont en travail, après ça va arriver auprès des entreprises, ça va être, parce que souvent c'est même des fois voté ou décidé ou amendé ou refusé, ou etc. en interne, et que la bienséance fait que nous on nous informe, mais il faut pas en parler tant que c'est pas officialisé. Voilà. Donc oui, le petit, j'ai pas d'informations, mais sur le gros, oui, il y a un gros client français qui doit prendre. Mais voilà, il faut laisser les choses se faire. Madame, vous aviez une question au fond, non? Non, je crois que vous avez... Pardon, j'ai cru que vous aviez levé la main. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'était derrière. Alors, oui, on peut revenir sur la... J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est très juste. Pas sur le jaune, mais sur le rouge, il y a 5 commerces de prévus. Aujourd'hui, alors, pareil, il ne faut pas que ça prenne 3 ans à ce que le permis soit validé, hein, parce qu'ils peuvent partir. Mais il y a un laboratoire d'analyse, il y a une brasserie, il y a 2 micro-crèches, une sûre, peut-être une deuxième, et puis il reste encore un local à déterminer. Micro-crèche, pourquoi? Parce qu'on est, ça donne l'occasion de rebondir dessus, on est totalement débordé par les demandes en petite enfance, et ça ne tient pas à l'augmentation de population, ça tient uniquement au fait qu'on a le nombre d'assistantes maternelles à domicile qui, avec le Covid, a été divisé par 2. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que y a beaucoup de parents qui sont restés chez eux, donc ils ont cassé les contrats pour garder les enfants pour pas que ça leur coûte, et que ce sont en fait la plupart du temps des dames, hein. C'est pas péjoratif, mais les assistants maternels hommes, c'est comme dans les crèches, hein, j'essaye d'en recruter, mais j'en ai pas, c'est que j'ai des filles. Elles sont parties faire d'autres travails parce qu'il fallait bien faire bouillir la marmite, et qu'aujourd'hui elles ne reviennent pas à ce métier-là. Et qu'en plus, pendant le Covid, les totalités des formations des nouvelles, parce qu'en fait c'est un turnover en permanence, hein, les agréments qui sont distribués, c'est le département et la PMI qui les donnent, et en fait la difficulté, c'est que ça s'est totalement stoppé pendant le Covid, donc non seulement on en a perdu, mais on a arrêté d'alimenter. Donc aujourd'hui, à la belle époque sur la commune, on avait 63, 65 inscrites, donc environ 55 actives, parce qu'il y en a toujours qui étaient, parce que vous êtes inscrits pour 3 et 5 ans sur la liste, donc il y en a quelques-unes qui arrêtaient, donc c'était jamais exactement. Mais aujourd'hui, on en a 36 d'inscrites, donc 20 et quelques d'actives. Donc oui, c'est... Mais sur tout le territoire de l'Interco, c'est un gros problème. On a pourtant développé les crèches. Hein, ici, on a fait une 40, on a fait une 20 sur Annette, on a fait 3 micro-crèches, donc on a 90 places en crèche pour un territoire de 23 000 habitants, ce qui est, en matière de statistiques, énorme, mais pas suffisant. Ça ne l'est jamais. De toute façon, les places en crèche, c'est jamais suffisant. Oui, monsieur. Bonjour à tous. J'avais une question sur, on a parlé des phases 2, phase 3 et quid de la phase 1 et la fin de la phase 1, qui aujourd'hui n'est pas encore terminée, avec notamment la rétrocession des voiries, de ce qui a été fait, qui bloque aujourd'hui notamment le séquestre, qui a été déposé par les propriétaires de pavillons. C'était 1 000 € qu'on avait déposé il y a 5 ans, qui aujourd'hui ne valent plus 1 000 €. Et
est-ce que ça va être est-ce que le permis, il a déjà plus que... Alors, c'est deux questions, mais je vais répondre aux deux, parce que j'ai les réponses des deux. La première, ça va vous paraître bizarre, mais c'est une mesure de protection pour vous, en fait. C'est qu'une fois qu'une zone a été aménagée, la rétrocession à la commune, c'est la possibilité à la commune d'obliger l'aménageur, je ne parle pas du promoteur, hein, parce que là c'était quand c'est le même, mais ça arrive que ce soit, merci, pas forcément la même personne. Et là en l'occurrence ça n'est pas parce que l'aménageur de la première phase c'était le CIC aménagement foncier, donc c'est avec eux qu'il y a le problème, et le promoteur c'était CIG pour une partie. Donc la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui ils ne remplissent pas les conditions du permis d'aménager qui leur a été déposé. En particulier derrière, il y a un bassin qui n'est pas aux normes, il y a le rond-point de prévision pour la suite qui est dans ce permis-là qu'ils n'ont pas fait. Donc la seule cartouche que j'ai pour les obliger à faire, c'est de ne pas leur délivrer la rétrocession. Si je leur délivre la rétrocession, les trucs reviennent à la commune, ils vont me dire oui, ils n'auront plus aucune obligation de le faire. Aujourd'hui, ils ont une obligation d'entretien, alors ce qui pose problème parce qu'ils ne le font pas, donc j'ai eu beaucoup de remontées d'habitants qui me disaient oui, devant c'est dégueulasse, etc. Oui, mais pour l'instant, ça n'appartient pas à la commune. Donc je ne peux pas envoyer d'employés communaux nettoyer, on le fait un peu en usé, mais si on a un employé communal par exemple qui se blesse, il n'est pas sur le territoire de la commune. Donc en matière de responsabilité, c'est facile de dire, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc c'est la seule cartouche que j'ai aujourd'hui, c'est de les tenir un peu par les... Donc n'hésitez pas à les faire chier derrière pour récupérer votre argent. Parce que c'est le système de la PNAE, hein. Quand on est vous pour récupérer votre argent et nous pour les obliger à respecter leurs obligations, c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, ils ont déposé un modificatif là sur un certain nombre de choses où on est d'accord et sur un certain nombre de choses où on n'est pas d'accord, donc ça reste encore... ça devrait aboutir, pas vous dire de bêtises, ça devrait aboutir dans les semaines ou dans les mois à venir. Voilà. J'espère qu'avant la fin de l'année 2023, avant décembre 2023, avant la fin de l'année, on aura réglé ce problème. Ce qui est chiant d'ailleurs aussi, hein, parce que sur l'éclairage public, je ne peux pas le régler comme on veut. On ne peut pas faire la police sur les places de parking devant les commerces, qui sont des places de parking pour les commerces et pas pour ceux qui ont la fainéantise de prendre une place en bas parce que ça coûte 50 €, etc., etc., etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas mettre en œuvre. C'est pareil, ils devaient mettre des bornes justement pour les commerçants. C'est pour ça qu'il y a les arrivées électriques. Ils nous doivent des bornes avec rouge et vert, vous savez, de 10 minutes ou 20 minutes, justement pour que on puisse visualiser, que la PM puisse visualiser facilement ce qui appartient au commerce, que les gens sont en train de faire leurs courses. Vous achetez une baguette de pain ou vous allez au Vival, vous n'en avez pas pour plus de 10 minutes. À moins de taper la dispute ou de boire un coup avec le gars, ça dure pas ce temps-là, quoi. Voilà. Donc il y avait ça. Et puis votre deuxième question, oui, alors... Le permis, en fait, il a été déposé par un constructeur qui travaillait avec Claisance, le bailleur Claisance. Le bailleur Claisance s'est fâché avec ce constructeur-là. Donc, en fait, il y a 3-4 programmes sur lesquels le constructeur a dénoncé son permis. Donc, aujourd'hui, le permis n'est plus valable. Il a annulé son permis. Et donc, Claisance recherche un autre constructeur pour pouvoir faire ces petites maisons en bande qui ferait la transition entre les bâtiments et les pavillons. Avec une difficulté, c'est que le CIC n'a pas été très intelligent sur le truc, c'est qu'ils ont vachement cadré. Tous les parcellaires sont déjà faits. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un constructeur dont le modèle de maison correspond exactement à la largeur des terrains. Bon, c'est un peu compliqué, mais je leur ai demandé d'accélérer parce qu'effectivement, ça fait une espèce de verrue un peu pourrie. Mais ça fait pas fini, quoi. C'est dommage, alors que c'était un programme qui était censé se décaler d'un seul tenant, et c'est toujours un peu dommage. Voilà. Je vous en prie. Oui, je vous écoute. J'aurais deux questions par rapport au nouveau logement. Allez-y. Qu'est-ce qui va nous rapporter du foncier? Et en deux, qu'est-ce que les promoteurs, parce que comme on sait, vente de terrain dit que le promoteur va potentiellement un petit peu investir sur refaire des routes, etc. Alors, j'ai pas compris votre première question. Qu'est-ce qui va nous rapporter du foncier? En gros, du HLM, on ne paye pas de taxes Ah, mais le bailleur social paye du foncier. D'accord. Et le bailleur privé paye du foncier. Okay. Oui, c'est la difficulté, c'est que, en fait, la problématique, ça s'est coïncidé et additionné, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui vient en plus renforcer l'idée de ne pas avoir envie
de faire de logement social, c'est que les gens qui sont aujourd'hui en logement locatif n'ont plus de relation financière avec la commune. La seule relation financière qu'ils avaient, c'était la taxe d'habitation, qui aujourd'hui a disparu. Donc il n'y a que le foncier c'est le propriétaire. Donc quand c'est un propriétaire qui a acheté, il paye son foncier, il n'a plus de taxe d'habitation. Voilà. Quand il a mis un locataire dedans, lui il paye le foncier, mais le locataire ne paye pas de taxe d'habitation. Et dans les logements locatifs sociaux, il ne paye pas non plus de taxe d'habitation. Donc c'est un peu un problème parce que ça déconnecte quand même l'habitant des services qu'il utilise et et avec lesquels il n'a plus de relation financière. Donc ça, pour votre question, il y a de toute façon, les bailleurs sociaux payent du foncier, ils ne sont pas exonérés, hein, loin de là, comme tout le monde. Alors après, c'est un peu moins sur les bâtiments collectifs que sur les pavillonnaires, il y a des parties communes, bref, mais de toute façon, ils payent du foncier, il n'y a pas d'exonération de ce point de vue-là. Et votre deuxième question, c'était? C'était en règle générale, lorsque vous vendez des terrains, des promoteurs, etc. Alors, je ne vends pas. Enfin, ils achètent. Voilà, lorsqu'un propriétaire terrien vend un terrain, parce qu'en fait la commune, elle ne fait que délivrer le permis et organiser la chose. Elle est absolument pas, elle maîtrise pas. D'abord, de temps en temps, elle est propriétaire, comme au Marronnier, mais à d'autres endroits, en particulier sur le centre-ville, tous les terrains appartiennent à la famille Pluvinage, ou la petite maison du notaire, c'est la famille. Oui, c'était une partie ouvrée et l'autre c'est un nom qui finit en i. Mais bon, bref. Donc, ça c'était pour dire. En fait, donc, quand un constructeur, quand un aménageur ou un promoteur construit, il a ce qu'on appelle la taxe d'aménagement. Ça, c'est un calcul par rapport à sa surface de plancher, par rapport, etc. On peut chanter cette chose-là, et c'est ce qu'on a fait sur le centre-ville. C'est qu'on peut enlever la taxe d'aménagement et remplacer ce qu'on appelle, faire ce qu'on appelle un PUP. Un plan. PUP, c'est plan urbain de partenariat. Je vous en dis là. Où en fait, on s'oblitère des pourcentages fixés et on dit au promoteur, tu vas faire l'opération là, mais nous, on veut autant. Parce qu'on a un bâtiment à rénover, une route à refaire, machin, etc. Donc sur le centre-ville là, quand on a pris les délibérations de déclassement du parking, etc., c'est aussi pour ça qu'il est fermé, je vais en dire un petit mot tout à l'heure pour l'expliquer. Quand on a fait ces choses-là, par contre, il faut que je regarde parce que j'ai un truc à midi. Il faut que je saute. Quand on a fait ces délibérations-là, on a marqué dessus et on a chiffré ce que le promoteur allait nous donner et qui sont supérieurs à ce qu'il aurait payé en taxe d'aménagement. On lui demande un peu plus d'argent. Ce qui est logique, hein. Après, voilà, ça perturbe, ça amène des dépenses supplémentaires, ça amène des services supplémentaires. Il faut quand même savoir que sur les opérations immobilières, on peut exiger d'une promotion immobilière qu'ils prennent en charge tout ou partie d'éléments supplémentaires. Je m'explique. On fait une résidence, par exemple, on fait un lotissement avec 40 maisons. Des maisons de 3 chambres, on sait qu'il va y avoir 40 ou 50 enfants. Ça fait au moins une classe. Vous ne pouvez pas lui demander de vous payer une école en entier. Par contre, vous pouvez lui demander de prendre en charge l'intégralité de la classe ou des 2 classes qui va générer par son arrivée. Là, les taxes d'aménagement ou les pubs, tous ces trucs-là servent à ça. Servent à ce que celui qui fait de l'argent sur le truc, c'est logique, hein, voilà, il participe de la même manière à l'effort public et aux investissements publics qu'il génère par son opération, tout simplement. Ça c'est prévu. C'est prévu, c'est prévu. Ah ouais, on ne s'amuse pas. Non. Bon, il y en a pour 7 ou 800 000 euros, hein, tout compris. Hein. Donc c'est pas des petites sommes. Hein. C'est pas des petites sommes. Projet urbain partenariat. C'est ça. Projet urbain partenariat. Oui, madame. Ça va être je suis désolé, ça va être la dernière question. Parce que... Je voulais voir à peu près la proportion des logements sociaux et des logements... Approximativement moitié-moitié. Ouais, ce qu'on essaye de faire, même si on a du rattrapage sur la quantité à faire, justement pour pas que ça tourne à la ghettoisation, il faut absolument que ce soit partagé. Et d'ailleurs, je vais vous donner un chiffre hein, qui est assez intéressant. Parce que je l'avais préparé, je ne vous en ai pas parlé. Aujourd'hui, en tout, hein, depuis le début où on a commencé à en parler, on a eu 294 demandes de logement social. 294. Là, aujourd'hui, il y en a eu 174 d'attribués. Dans les construits et d'attribués, il y en a eu 174. Sur les 174,
il y en a 138 qui ont été directement à des pathusiens. On essaye de mettre dans nos logements sociaux 80% de population de notre commune. Pourquoi? Parce qu'on a besoin pour nos anciens, on a besoin pour nos jeunes, et surtout, il y a eu un phénomène là qu'on a subi, mais qui n'était pas de notre faute, voilà, qui est conjoncturel, ça a été l'effet Covid sur les couples et les divorces. Je peux les comptabiliser, on doit au moins être à une 50aine de relogements, alors monsieur ou madame, ça dépend, puisqu'après dans les séparations, où en fait tous les divorces conduisent à du dédoublement de maisons du jour au lendemain. Et quand vous n'avez pas de quoi subvenir à cette demande-là, vous créez d'autres problématiques. Parce que derrière, le deuxième qui ne garde pas la maison n'arrive pas à se loger sur la commune, il se loge à Tataouine, quand il revient, il arrive en retard aux écoles, il arrive en retard au centre de loisirs, ça génère des difficultés dans la gestion et dans la vie quotidienne, et ça perturbe les pauvres enfants au milieu qui n'ont rien demandé. Voilà, donc en fait, c'est aussi une mesure de protection sociale envers nos familles qui malheureusement ont des catastrophes, de pouvoir conserver papa et maman pas loin l'un de l'autre quand il y a des divorces. Et je peux vous assurer qu'il y en a à la peine. Oui, madame. J'espère que ma voix porte suffisamment. Sinon, Alors, on a parlé de la ville, etc. Et je vois de plus en plus, en sortant de Saint-Batu, en allant vers Plessis, etc., des gens qui marchent à pied pour entrer dans notre ville, peut-être une activité professionnelle, et aussi à Lagny. Où en sont les avancées, puisque vous êtes là et qu'on en parle, concernant une éventuelle liaison entre Plessis par rapport à la gare et... Alors, je vais être très clair. Par rapport à la gare du Plessis, il n'y aura jamais. C'est pas la peine de se bercer d'illusions, et c'est pas ni de notre faute, ni l'un. Il n'y aura jamais changement de département, changement de région, changement d'opérateur sur le... C'est impossible à gérer. Impossible. Donc, ce qui est en train d'être travaillé, et je vous présenterai à la rentrée, il y a la délégation de service public sur les transports en commun qui change. Là. Et à la rentrée, on va, nous on appelle ça en langage technique, c'est la DSP 9, c'est la 9e délégation de service public qui nous a été présentée et qui améliore énormément le quotidien pour les pathusiens. Je m'explique. On a aujourd'hui, sur les rotations sur la gare de Saint-Marc et sur la gare de Meaux, en heure, ce qu'on appelle en heure pleine, on avait un service tous les 30 ou tous les 40 minutes pendant une certaine plage horaire. On va avoir un service toutes les 20 minutes, et sur nous, et sur la gare de Saint-Marc, pendant des plages horaires anticipées d'1 heure, donc ça démarrera à 6 h le matin jusqu'à 10 h, et ça reprend de 17 h ou de 16 h jusqu'à 22 h. C'est-à-dire qu'on agrandit les plages horaires. C'est le syndicat des transports, donc on s'y bagarre, etc., mais on n'a pas forcément la main mise. Pourquoi on a ça? Il faut le dire clairement. On a ça parce qu'on a beaucoup de gens qui prennent les transports à Saint-Path. Donc vous augmentez la population, vous augmentez la demande, vous avez le service. A contrario, à Marché-Moret, la ligne, elle disparaît de la DSP 9. Le maire gueule comme un putois, il a raison, voilà, mais parce que quand vous avez 2 Pékins qui montent dans un bus de 56 places, on enlève le bus. Quand vous en avez 25 ou 30 qui montent comme à Saint-Path, on en rajoute un. C'est aussi simple que ça. C'est sûr que ce n'est pas votre territoire, mais peut-être que vous rencontrez vos collègues. Ne serait-ce qu'au moins un trottoir ou quelque chose de sécurisé pour les personnes... Alors oui, ça c'est éventuellement faisable. On avait prévu de faire une piste cyclable sécurisée qui ne sera pas faite, puisque en fait on ne peut pas, nous, alors comme la communauté de communes a la compétence, piste cyclable, et elle ne peut pas financer un équipement en dehors de son territoire. Donc on peut le faire jusqu'à la moitié du chemin. Si l'autre côté ils ne sont pas d'accord pour le faire et Plessis-Belleville ou Lagny ne financera pas quelque chose qui ne sert pas à ses habitants. C'est ça la difficulté. On a la même problématique avec la route qui sort du cimetière, la route de Saint-Path qui sort côté cimetière. C'est la commune de Saint-Path qui a rebouché le trou au bout après l'avoir demandé 6 mois à la commune de Ouasserie. Il y a des pathusiens qui l'utilisent et le trou qui était au bout, cette route-là, elle est sur le territoire de la commune de Ouasserie, c'est une voie communale. Donc c'est à la mairie d'Ouasserie d'entretenir. Qui c'est qui la sale l'hiver? C'est Saint-Path parce que ça sert à des pathusiens. Et qui c'est qui la répare quand elle est abîmée? C'est Saint-Path. Voilà. Ça demande un dialogue, on n'a pas le
Mais on est complètement d'accord, mais le dialogue, je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé dans la réunion, on en avait parlé sur le terrain de foot synthétique, quand on essaye de trouver un accord entre deux communes sur des équipements qui servent aux deux, on a une fin de non-recevoir. Donc vous savez, au bout d'un moment, le dialogue, c'est justement, il faut être deux pour pouvoir dialoguer. Quand vous avez quelqu'un en face qui ne veut pas, ou qui campe sur ses positions, ou qui pense avoir raison et qui pense être dans le vrai, etc., ben, vous pouvez toujours essayer, mais ça n'aboutit pas. Et c'est ce qui se passe, tout simplement. Excusez-moi, il faut se remettre juste dans l'idée, par exemple, que le rond-point de Lille, c'est 40 ans de lutte. Donc les dialogues, je crois il a fallu avoir combien de morts pour enfin avoir le seuil de population. Voilà. Vous savez, les dialogues entre le département et tout ça, c'est même pas la peine. Oui, non, mais je m'en doute, mais je me suis dit, et j'en parlais avec un proche, et je me suis dit, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va perdre sa vie sur cette route, c'est déjà arrivé. Hein. Vous avez raison, malheureusement. Malheureusement, c'est déjà arrivé et malheureusement, ça aide dans certains cas, mais pas toujours. D'accord. Écoutez, merci à tous d'être venus, merci d'être restés. Désolé pour de temps en temps les petites anicroches, ça fait aussi partie de la vie et du dialogue. Voilà, à bientôt j'espère, et j'espère avoir essayé de répondre à un maximum de vos interrogations. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et passez un bon week-end. Merci.